La voix de l'entrepreneur tremblait lorsqu'il dit « Ne venez pas seul. Amenez vos enfants. » À cet instant, je sus que mon mari avait emporté des secrets dans la tombe. J'étais debout au dernier rang de la petite chapelle commémorative de Dallas, tenant un programme plié où le nom de mon défunt mari était imprimé à l'encre grise, lorsque mon téléphone vibra dans ma main. J'ai failli l'ignorer. Jonathan était parti depuis 1 an, et j'avais appris à mes dépens que la plupart des interruptions n'avaient plus d'importance. Mais l'insistance de la vibration me serra la poitrine. L'écran affichait un numéro inconnu, enregistré simplement comme « équipe de rénovation ». Je me suis avancé silencieusement dans le couloir, où flottait un parfum de bois ciré et de fleurs fanées, et j'ai répondu. « Madame Carter », dit l'homme en s'éclaircissant la gorge. « Ici Daniel. Nous travaillons sur le bureau de votre mari. J'ai besoin que vous passiez à la maison aujourd'hui. » Un silence pesant et gênant s'installa. « Quelque chose ne va pas ?» demandai-je. Nouveau silence, puis plus bas. « S'il vous plaît, ne venez pas seul. Amenez vos enfants. Tous les 2. » Mes doigts se glacèrent autour du téléphone. Je lui demandai ce qu'il voulait dire, ce qu'ils avaient trouvé, mais il refusa de s'expliquer. Il répéta la même phrase, plus lentement cette fois, comme s'il choisissait chaque mot avec soin. « Ne venez pas seul. » La communication fut coupée. Je restai là, dans le couloir, à écouter le son étouffé de la cérémonie commémorative qui se poursuivait derrière moi, et je sentis le sol sous mes pieds, tout ce que je croyais savoir, se dérober sous mes pieds. Jonathan Carter était un architecte urbaniste respecté, le genre d'homme à qui l'on confiait des projets urbains de longue haleine et dont on prodiguait des conseils avisés. Pendant près de 40 ans, j'ai cru connaître sa vie dans les moindres détails. Nous avons élevé 2 fils ensemble. Nous avons partagé des dîners, des fêtes, des disputes, des réconciliations. Je l'avais vu dessiner des bâtiments à la table de la cuisine tard dans la nuit. Son crayon était stable, son esprit toujours ailleurs. Mais la pièce que Daniel rénovait était le seul endroit que j'avais évité depuis la mort de Jonathan, son bureau, l'espace où il avait passé ses dernières heures. 3 semaines plus tôt, pour ce qui aurait été notre 39e anniversaire de mariage, j'avais enfin décidé de la transformer. Je m'étais dit que le moment était venu. Le moment de faire de cette pièce un lieu plus lumineux, ouvert sur l'avenir, une salle de lecture pour les petits-enfants, un endroit qui ne sente pas le vieux papier et le silence. Et voilà qu'un inconnu me demandait d'amener mes fils comme témoins. J'ai d'abord appelé Ryan, l'aîné, pragmatique, toujours maître de lui. Puis Lucas, plus doux, plus observateur. Aucun des 2 n'aimait être convoqué, mais aucun n'a protesté en entendant la tension dans ma voix. J'ai pris la voiture pour rentrer chez moi, traversant les rues familières de Dallas qui me semblaient soudain étrangères, mes pensées tournant en rond autour d'une question impossible. Qu'est-ce que mon mari avait bien pu construire qui nécessitait encore d'être protégé après sa mort? Au moment où j'ai tourné dans notre rue, les 2 voitures de mes fils étaient déjà garées dans l'allée. Elles étaient côte à côte, près de la porte d'entrée, attendant. Et moi, avant même de sortir de la voiture, je savais que ce qui se trouvait dans cette maison allait bouleverser nos vies. J'ai eu un mauvais pressentiment dès que j'y ai mis les pieds. Pas hantée, pas triste, juste troublante, comme un lieu ouvert sans permission. Daniel nous a accueillis dans l'entrée, son casque sous le bras, le visage pâle sous la poussière qui collait à sa chemise. Il a d'abord évité mon regard, faisant un bref signe de tête à Ryan et Lucas avant de désigner le couloir. « Merci d'être venu si vite », a-t-il dit. « Je n'aurais pas appelé si ce n'était pas grave. » Ryan a croisé les bras. « Qu'avez-vous trouvé exactement ?» Daniel a dégluti. « Il vaut mieux que je vous le montre. » Nous l'avons suivi en passant devant la cuisine, puis devant les photos familières qui ornaient les murs. Jonathan portant les garçons sur ses épaules. Jonathan et moi sur les quais du centre-ville. Jonathan souriant d'une manière qui semblait soudain apprise par cœur. La porte de son bureau était ouverte. La pièce ne ressemblait plus du tout à mes souvenirs. La moquette avait été arrachée, laissant apparaître le béton brut. Le papier peint avait disparu, révélant un sol irrégulier. Des plaques de plâtre. Des cartons de livres s'alignaient dans le couloir, soigneusement étiquetés et scellés. Mais c'est le mur du fond qui m'a glacé le sang. Le mur derrière l'ancienne bibliothèque de Jonathan avait complètement disparu. À sa place, une ouverture. Pas un trou, pas un dégât, une porte. Daniel alluma une lampe de chantier et s'écarta.
Ce que vous voyez était caché derrière une fausse cloison. On ne l'a remarqué qu'en vérifiant les montants pour la mise à jour du système électrique. Il y avait un joint qui n'aurait pas dû être là. Lucas s'approcha, la voix basse. Vous voulez dire que c'est mon père qui a construit ça? Daniel acquiesça. Il y a des années, du travail de professionnel. Celui qui l'a fait savait exactement ce qu'il faisait. Je sentis Ryan se tendre à côté de moi tandis que nous entrions dans la pièce. La pièce cachée était petite mais bien agencée. Des étagères couraient du sol au plafond le long de chaque mur. Chaque étagère était remplie de dossiers, des centaines, soigneusement rangés, étiquetés par nom, date et écriture. J'ai immédiatement reconnu celui de Jonathan. J'en ai eu le souffle coupé. Ce n'était pas du rangement. Ce n'était pas de la nostalgie. C'était du catalogage. J'ai attrapé le dossier le plus proche sans réfléchir. À l'intérieur. Des photos, un homme entrant dans un restaurant, le même homme parlant avec quelqu'un devant un parking, des relevés bancaires, des notes manuscrites, des dates s'étalant sur plusieurs années. Je fermai le dossier et en ouvris un autre. Plus de visages, plus de lieux, plus de détails. Ryan en prit un sur une étagère plus haute et l'ouvrit d'un coup sec, le visage blême. « Maman » murmura-t-il. « Ce sont des gens que nous connaissons. » Lucas fixait un dossier sur l'étagère du bas. Celui-ci ne porte qu'une année, pas de nom. Il le sortit et me le tendit. 1996, mes mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur, des photos d'un Jonathan plus jeune avec une femme que je n'avais jamais vue, des reçus d'hôtel, des billets d'avion, des notes manuscrites décrivant des rencontres et des conversations, non pas romantiques, mais de simples observations. Au bas du dossier, une seule phrase écrite de la main de mon mari. Sujet conscient, risque accru. Je reculai en titubant, comme si la pièce avait basculé. Ce n'était pas une liaison. C'était de la surveillance. Daniel s'éclaircit la gorge. Il y a autre chose. Il désigna le coin le plus éloigné. Un coffre-fort métallique avait été installé. Directement encastré dans le mur, ses bords parfaitement alignés, presque invisibles sans démolir le mur. « On ne l'a pas ouverte, dit-il. On pensait que c'était à toi de décider. » Ryan se tourna vers moi, la voix empreinte d'incrédulité. « Maman, qu'est-ce que papa faisait ?» Je parcourus du regard la pièce cachée, les étagères, les dossiers, des années de documentation silencieuse. Et pour la première fois depuis la mort de Jonathan, une pensée terrifiante prit forme. Mon mari ne se contentait pas de concevoir des bâtiments. Il construisait des systèmes. Et quel que soit ce système, il n'était pas destiné à ce que je le découvre. Ryan était déjà agenouillé devant le coffre avant même que je puisse répondre. C'était un simple clavier numérique, 4 chiffres, usé par l'usage. Il essaya d'abord notre anniversaire. Rien. Puis l'anniversaire de Jonathan. Rien non plus. Lucas fixait les étagères au lieu de la serrure. Ses yeux se déplaçaient lentement, prudemment, comme s'il lisait une carte. « Papa avait tout prévu, » dit-il doucement. « Si c'est là, c'est qu'il s'attendait à ce que quelqu'un le trouve un jour. » Cette phrase me glaça le sang. Ryan essaya un autre code. Le clavier émit un bip, puis un clic. La porte s'ouvrit brusquement. À l'intérieur, 3 objets étaient disposés avec un soin délibéré. Un épais carnet relié cuir, une pile de vieux disques durs externes sous plastique et un passeport. Ryan souleva le passeport en premier. C'était le visage de Jonathan, ses yeux, mais le nom n'était pas celui de mon mari. Mes jambes fléchirent et je m'appuyai sur le bord de l'étagère pour me retenir. « Ce n'est pas possible, » dis-je, même si ma voix ne me paraissait pas convaincante. Lucas prit le carnet. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. Chaque page était remplie de l'écriture de Jonathan. Date, nom, montant, lieu, de courtes notes rédigées dans un langage précis, payées intégralement, dossier classé, risque neutralisé. Ryan feuilleta le carnet plus rapidement, la mâchoire serrée. Ce sont des transactions, des honoraires de conseil, peut-être au noir. Lucas secoua la tête. Ce ne sont pas des honoraires. Il n'y a pas de contrat, pas de service listé, juste des résultats. Mon esprit se mit à défiler des souvenirs que je n'avais jamais remis en question. Jonathan partant tôt, rentrant tard, les voyages, disait-il, étaient des inspections ou des consultations municipales.
La façon dont il ne parlait jamais de certaines choses. Des projets. J'avais appelé ça du professionnalisme. Et si c'était tout autre chose? J'ai pris un des disques durs externes. Il n'y avait qu'une date dessus. Une date qui m'a coupé le souffle. L'année où notre plus jeune fils a failli mourir dans un accident de voiture causé par un conducteur ivre qui a disparu sans qu'aucune poursuite ne soit engagée. On ne l'a jamais retrouvé. J'ai reposé le disque avec précaution. Ryan a expiré bruyamment. Maman, tu dois nous dire si tu étais au courant de tout ça. J'ai croisé son regard et j'y ai vu quelque chose que je n'y avais jamais vu auparavant. De la peur. Pas pour lui. Pour moi. Je ne sais rien, ai-je dit. Et à cet instant, j'ai compris à quel point cela importait peu. Car, que je le sache ou non, j'avais vécu protégé par ce que c'était. Lucas a tourné une autre page du carnet et s'est figé. Maman, il y a une section ici avec ton nom. Mon cœur s'est emballé. Il a hésité, puis m'a tendu le carnet. Il était là, mon nom écrit de la même écriture soignée que tout le reste. Evelyn Carter. Statut confidentiel. Aucune date, aucun paiement, juste ce seul et unique nom. Protégé de quoi? Ryan recula d'un pas, passant une main dans ses cheveux. Ce n'est pas juste louche. C'est dangereux. Papa était impliqué dans quelque chose qui aurait pu coûter la vie à des gens. Comme attiré par ses paroles, un faible bruit résonna dans la maison. Des pas, pas les nôtres. Daniel apparut sur le seuil, le visage tendu. Madame Carter, je dois vous dire quelque chose. Avant de vous appeler aujourd'hui, quelqu'un est passé à la maison. Ryan se redressa brusquement. Qui? Un homme. Il a dit qu'il vérifiait les permis, a posé des questions sur la rénovation, sur le bureau. Daniel déglutit. Il savait exactement où chercher. Le silence s'installa. Lucas prit la parole le premier. Il ne posait pas de questions. Il constatait un fait. Papa n'était pas le seul à connaître l'existence de cette pièce. Et tous ceux qui le savaient venaient de réaliser qu'elle était exposée. On frappa à la porte moins d'une heure plus tard. Pas fort, pas agressif, juste assez ferme pour affirmer l'autorité. Daniel se raidit. Ryan se plaça instinctivement devant moi tandis que Lucas s'approchait de la porte de la pièce cachée. Son regard parcourait les étagères. Comme si j'essayais de tout mémoriser d'un coup. J'ai suivi le son dans le couloir, le cœur battant si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Quand j'ai ouvert la porte d'entrée, 2 hommes se tenaient sur le perron. Veste sombre, expression neutre, aucune arme apparente. Madame Evelyn Carter, le plus grand, a dit. Mon nom sonnait déjà faux dans sa bouche. Je m'appelle Samuel Reeves. Voici mon associé. Nous devons vous parler de la succession de votre défunt mari. Quelque chose dans son ton me fit comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une demande. Ryan apparut à mes côtés. Ma mère ne répond pas aux questions sans consulter un avocat. Reeves hocha la tête, presque compatissant. Nous ne sommes pas là pour accuser qui que ce soit. Nous enquêtons sur des irrégularités liées à un ancien associé de votre mari qui a récemment disparu. Disparu. Le mot résonna plus lourdement qu'il ne l'avait voulu. À l'intérieur, Lucas était resté immobile. Je pouvais l'apercevoir à travers l'embrasure de la porte, le regard fixé sur la pièce cachée, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse s'il détournait les yeux. « Je vous en prie, dis-je, entrez. » Les hommes entrèrent, leurs yeux parcourant rapidement et professionnellement les murs dénudés, les débris de rénovation, la porte ouverte du bureau. Reeves s'arrêta net en la voyant. Le mur mis à nu. L'absence de surprise sur son visage en disait long. « Vous l'avez trouvé, dit-il doucement. Ryan tourna brusquement la tête vers lui. « Vous saviez déjà que cette pièce existait. » Reeves ne le nia pas. « Votre mari faisait l'objet d'une enquête fédérale en cours, Madame Carter. Il n'était pas suspect. C'était une source. » Le mot planait dans l'air. « Une source de quoi ?» demanda Lucas derrière nous. « Des informations, » répondit Reeves. « Sur des personnes qui ne voulaient pas que leur passé soit exhumé. » Je sentis la pièce trembler légèrement. Mon mari ne se cachait pas du gouvernement. Il travaillait avec lui, ou en marge, ou contre lui. Reeves poursuivit. Il y a 3 jours, un homme nommé Oliver Kemp a disparu.
Il s'occupait de transferts de biens privés liés à plusieurs personnes dont les noms figurent dans les dossiers de votre mari. La dernière géolocalisation confirmée de son téléphone se situait à moins de 3 kilomètres de cette maison. La voix de Ryan était basse et posée. « Et vous pensez que mon père y est pour quelque chose ? Nous pensons que votre mari savait ce qui inquiétait Kemp, dit Reeves. Et maintenant que Jonathan Carter est mort, d'autres personnes tentent de récupérer ce qu'il a laissé derrière lui. » Comme pour appuyer ses propos, mon téléphone vibra dans ma poche. Numéro inconnu. Je n'avais pas envie de répondre, mais je l'ai fait. Arrêtez de fouiller. Certaines pièces doivent rester fermées. Lucas lut le message par-dessus mon épaule, le visage blême. Ils savent que nous sommes là, dit-il. Reeves hocha la tête d'un air sombre. C'est pourquoi nous devons tout sécuriser dans cette pièce ce soir. Ryan s'avança. Vous ne pouvez pas simplement prendre ça. C'est notre famille. Reeves croisa son regard. Et en ce moment même, votre famille est en danger. Il baissa la voix. Madame Carter, votre mari était très prudent. Assez prudent pour vous protéger pendant des décennies. Mais dès que ce mur s'est effondré, la protection qu'il avait érigée a commencé à flancher. Une autre vibration, un autre message. Si vous ouvrez à nouveau le coffre-fort, vos enfants en paieront le prix. J'ai senti quelque chose se durcir en moi. Pendant des années, j'avais été celle qui était protégée, à l'abri, dans l'ignorance. Mais dès que mes fils ont été menacés, la peur a cédé la place à autre chose. La détermination. J'ai regardé Reeves. Vous avez dit que mon mari était une source. Oui. Alors vous allez m'aider à comprendre exactement ce qu'il protégeait et qui, car celui qui envoie ces messages pense que je vais arrêter. J'ai soutenu son regard. Ils ne savent pas qui mon mari a épousé, et ils n'ont aucune idée de ce qu'une mère est prête à affronter quand ses enfants ne sont plus en sécurité. Reeves nous a invités à nous asseoir, mais mes jambes ont refusé de bouger. Je suis restée debout au milieu du bureau en ruine, entourée des vestiges de la vie secrète de mon mari, tandis que mon téléphone me paraissait de plus en plus lourd à chaque question sans réponse. Ryan restait immobile près de la porte, la mâchoire serrée. Lucas n'avait pas quitté les étagères des yeux une seule fois. « Il y a autre chose que vous devez savoir », dit Reeves avec précaution. Quelque chose que Jonathan a insisté pour que cela reste secret, sauf si une condition particulière était remplie. Je le regardais. Et quelle est cette condition ? Si la pièce était découverte, dit-il. Si le mur s'écroulait. Lucas se retourna brusquement. Il savait que cela arriverait. Reeves hocha la tête. Votre mari s'est préparé à ce scénario il y a des années. Il désigna le carnet en cuir encore ouvert sur le bureau, mon nom inscrit dessus, puis le mot en dessous, protégé. Reeves baissa la voix. Madame Carter, Jonathan ne collectait pas d'informations pour asseoir son pouvoir. Il se constituait un moyen de pression pour garder quelque chose enfoui. Quelque chose me concernant. La réalisation me frappa comme un coup de poing. Ryan secoua la tête. Ça n'a aucun sens. Notre mère n'a jamais été mêlée à une histoire pareille. Reeves ne protesta pas. Il fouilla dans sa veste et en sortit un fin dossier, sans marque, usé sur les bords comme s'il avait été manipulé de nombreuses fois. Jonathan nous l'a donné avec des instructions strictes. Il a dit il ne devait être ouvert qu'en votre présence. Mon cœur s'est emballé. Il a posé le dossier sur le bureau et l'a fait glisser vers moi. À l'intérieur se trouvait un acte de naissance. Pas le mien. Il mentionnait un autre nom, une autre ville, d'autres parents, mais la date était la même. Ma date ? C'est impossible, ai-je murmuré. Lucas s'est penché et a lu par-dessus mon épaule. Maman. La pièce a semblé basculer. Des souvenirs ont surgi sans prévenir. Des fragments que j'avais refoulés toute ma vie. Une maison que je n'avais jamais réussi à me représenter clairement. Une voix de femme appelant un nom qui ne ressemblait pas à celui d'Evelyn. L'odeur de fumée qui hantait parfois mes rêves sans raison apparente. Reeves a parlé doucement. Vous n'êtes pas née Evelyn Carter. Vous avez été adoptée après un incendie dans votre maison, à l'âge de 6 ans. Les 2 adultes qui y vivaient sont morts. Vous êtes la seule survivante. Ryan l'a regardée, incrédule. Vous êtes en train de dire que notre mère est témoin d'un crime. Oui, a répondu Reeves.
Et ce crime n'a jamais été résolu. J'ai reculé du bureau, le souffle court. Non, mes parents sont morts quand j'étais à la fac. Je les ai enterrés. Tu as enterré ceux qui t'ont élevé, corrigea Reeves. Ceux qui t'ont sauvé en te donnant un nouveau nom. La voix de Lucas se brisa. Papa savait. Jonathan a découvert la supercherie en faisant des recherches au début de votre mariage. Reeves hésita. Il ne te l'a pas dit parce que les personnes liées à cet incendie étaient encore en vie, toujours puissantes, toujours capables d'effacer les traces. Un silence pesant s'installa. Mon mari avait épousé une femme dont le passé aurait pu lui coûter la vie, et il avait choisi de protéger ce secret à tout prix. C'est pourquoi ton nom n'est associé à aucun paiement, poursuivit Reeves. Jonathan n'a jamais accepté d'argent pour toi. Tout ce qu'il a construit visait à ce que personne ne cherche jamais à savoir qui tu étais. Mes jambes fléchirent et Ryan me rattrapa avant que je ne tombe. Je ressentis alors une profonde douleur, non seulement pour Jonathan, mais aussi pour l'enfant que j'avais été. Pour la vérité qu'on m'avait toujours refusée. Lucas murmura, les messages, les menaces, ça ne concerne pas papa. Non, dis-je, comprenant enfin. Ça concerne moi. Et quelque part, quelqu'un venait de réaliser que la femme qu'il croyait disparue depuis des décennies était toujours vivante et n'était plus cachée. Le premier coup dur ne m'a pas touché. Il a touché mes fils. Le lendemain matin, Reeves est revenu avec 2 autres agents. Leur visage était si sombre que j'ai eu le souffle coupé avant même qu'il n'ait prononcé un mot. Quelqu'un avait accédé aux anciennes sauvegardes réseau de Jonathan pendant la nuit. Reeves a dit, celui qui rôde autour de cette maison ne spécule plus. Il passe à l'action. Le téléphone de Ryan a sonné, comme appelé par cette phrase. Il a répondu, écouté moins de 10 secondes, puis a lentement raccroché. Il a pâli. C'était mon cabinet, a-t-il dit. Il y a une enquête. Quelqu'un a divulgué des courriels internes en mon nom. On m'accuse de fraude. Si c'est avéré, je perds tout. Le téléphone de Lucas a vibré ensuite. Il a lu le message, a dégluti difficilement et a levé les yeux vers moi avec des yeux que je n'avais vus qu'une seule fois auparavant, le jour de la mort de Jonathan. Le district scolaire m'a mis en congé. Il a dit, ils ont reçu une plainte anonyme. Ils disent que j'ai falsifié des documents, que j'ai pris de l'argent. J'ai senti quelque chose se mettre en place en moi. Ce n'était pas de l'intimidation. C'était de l'éradication. Ils n'essayaient pas de me faire taire par la peur. Ils essayaient de me laisser sans rien à protéger. Reeves hocha lentement la tête. C'est comme ça qu'ils opèrent. Ils isolent, détruisent la crédibilité, suppriment les soutiens. Quand la vérité éclate, il ne reste plus personne pour la raconter. J'ai plaqué mes mains à plat sur la table, me forçant à respirer. Jonathan s'y était préparé. Je le sentais. Chaque dossier, chaque date, chaque éventualité. Il doit y avoir autre chose, ai-je dit. Quelque chose que mon mari a laissé et qu'ils n'ont pas trouvé. Reeves hésita. Il y a des références dans ses notes à des enregistrements physiques, pas numériques. Il a écrit qu'ils étaient stockés dans un endroit important, un endroit où personne d'autre n'aurait l'idée de chercher. Lucas leva brusquement les yeux. Important pour lui ou pour vous? Les deux, dit Reeves. Mon esprit commença alors à fonctionner différemment, non pas dans la panique, mais selon des schémas. Jonathan n'a jamais caché les choses les plus importantes. Là où seule la logique aurait pu les trouver. Il les avait cachées là où l'émotion guiderait les recherches. Et soudain, j'ai su que c'était le grenier, pas le débarras. Le vide sanitaire au-dessus du couloir où Jonathan grimpait avec les garçons quand ils étaient petits. Cet endroit, disait-il, le rassurait car il lui rappelait que toute structure avait besoin d'un soutien caché. Reeves a immédiatement envoyé une équipe. Ils sont revenus 30 minutes plus tard avec une petite valise ignifugée enveloppée d'isolant. À l'intérieur se trouvait un vieux enregistreur et une simple enveloppe à mon nom, écrite de la main de Jonathan. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. « Si tu lis ceci, avait-il écrit, alors ils t'ont retrouvé, et je ne suis pas là pour les arrêter. » J'ai fermé les yeux. Dans la valise se trouvait un enregistrement datant de 3 semaines avant sa mort. Reeves l'a passé. La voix de Jonathan a empli la pièce. Calme, maîtrisée, familière. Evelyn, si ceci se produit,
alors les personnes liées à l'incendie savent que tu es vivante. Ils ont toujours redouté ce moment. Que tu te souviennes que quelqu'un t'écoute. Il y a eu un silence, puis une autre voix. Plus âgée, plus rauque, nerveuse. Je vous reconnais, dit l'homme. Je vous ai reconnu dès la première fois que je vous ai vu à cet événement caritatif, il y a des années. Vous ne vous souveniez pas de moi, mais je n'ai jamais oublié votre visage. Un frisson me parcourut l'échine. Jonathan reprit la parole. Dites votre nom. Un soupir. Puis James Hollis Reeves se raidit. Ce nom ne figure dans aucune de nos bases de données. C'est parce que ce n'est pas son vrai nom, expliqua Jonathan sur l'enregistrement. Il a utilisé au moins 4 identités depuis l'incendie. L'homme rit doucement. Vous auriez dû laisser tomber, Jonathan. Elle était en sécurité, tranquille, oubliée. La voix de Jonathan se durcit. Vous n'avez pas le droit de décider quand un témoin cesse d'exister. L'enregistrement s'interrompit brusquement. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Lucas murmura. Il est toujours vivant. Oui, répondit Reeves. Et maintenant, il sait que vous savez. Dehors, le moteur d'une voiture tournait au ralenti, trop longtemps, au bord du trottoir. Je me levai lentement. Jonathan avait passé sa vie à construire des murs. Il était temps pour moi de les franchir. La voiture ne bougea pas. Elle resta là, de l'autre côté de la rue, moteur ronronnant, phares éteints, une silhouette à peine visible. Visible à travers les lueurs de l'après-midi. Reeves le remarqua en même temps que moi. Je le compris à son changement de posture, à la légère impulsion de sa main vers sa veste. « Restez tous à l'intérieur, dit-il doucement. Ryan s'avança quand même vers la fenêtre. « Ce n'est pas un voisin. »« Non, » approuva Reeves. « Et ce n'est pas un hasard. » La sonnette retentit une fois. Lentement, délibérément. Mon cœur aurait dû s'emballer. Au lieu de cela, un calme étrange m'envahit. Celui qui survient quand la peur n'a plus d'endroit où se cacher. « Je sais qui c'est, » dis-je. Ryan se tourna brusquement vers moi. « Maman, n'ouvre pas cette porte. »« Je ne m'enfuirai plus, » répondis-je. « Pas après tout ce que Jonathan a sacrifié pour me garder en vie. » Reeves fit signe à son équipe, arme au poing, mais abaissée. Il se plaça sur le côté de l'embrasure de la porte. « Madame Carter, si vous vous trompez, je ne me trompe pas. » J'ouvris la porte. L'homme sur le perron avait la soixantaine bien tassée, élégant, et cette prudence que l'on observe chez les hommes qui savent se fondre dans la masse. Ses cheveux étaient impeccablement coupés, son sourire forcé. Le visage de quelqu'un qui avait passé sa vie à feindre l'innocuité. « Evelyn Carter », dit-il d'un ton aimable. « Ou plutôt, le nom que vous portez à la naissance. » Ryan s'avança, mais Reeves le bloqua. « Vous n'avez rien à faire ici, » poursuivit l'homme, sans quitter mon regard. « Cela n'aurait pas dû se terminer ainsi. Votre mari a tout gâché. Vous avez incendié une maison, dis-je. Vous avez tué 2 personnes et tenté d'effacer la mémoire d'un enfant. » Son sourire s'estompa un instant. « J'étais un garçon qui obéissait aux ordres, dit-il. Les hommes puissants n'aiment pas les zones d'ombre. Et pendant 40 ans, ajoutai-je, vous m'avez surveillé. Tu as attendu. » Il haussa légèrement les épaules. « Tu as bien vécu. Tu étais heureux. Cela aurait dû suffire. » Jonathan n'était pas d'accord. Je répondis, l'expression de l'homme se durcit. Jonathan aurait dû s'occuper de ses immeubles et laisser les fantômes tranquilles. Rêve leva son arme. « James Hollis, vous êtes en état d'arrestation. » L'homme rit, d'un rire doux et incrédule. « Tu crois encore que c'est mon nom ?» D'un geste rapide, il plongea la main dans sa veste. Le temps se fissura. J'agissais instinctivement. Le coupe-papier que Jonathan m'avait offert des années auparavant pour mon bureau était dans ma main, froid et solide. Je fis un pas en avant tandis que l'homme se jetait sur lui, et je le lui enfonçai dans l'avant-bras de toutes mes forces. Il hurla et chancela en arrière. Reeves le plaqua au sol tandis que des agents déferlaient sur le porche. Armes pointées, ordre hurlé. L'homme se débattait avec le désespoir de quelqu'un qui n'avait jamais été pris auparavant, mais l'âge et l'arrogance l'avaient finalement trahi. Il fut menotté en quelques secondes.
Tandis qu'il le relevait, il me regarda avec une sorte d'incrédulité. Tu étais censé te taire, siffla-t-il. Reste reconnaissante. Je soutins son regard, fixe et inflexible. Tu m'as sous-estimé, dis-je. Et tu as sous-estimé mon mari. L'homme fut emmené de force, sa vie si soigneusement construite s'effondrant à la lumière du jour. Ryan accourut à mes côtés, ses mains agrippant mes épaules. Maman, tu es blessée. Je secouai la tête. Non, mais ce n'est pas fini. Reeves hocha la tête d'un air sombre. Il parlera. Les hommes comme lui parlent toujours une fois le masque tombé. Tandis que la voiture s'éloignait, les sirènes s'estompant au loin, je sentis le poids de 40 années s'alléger légèrement de ma poitrine. Le chasseur s'était enfin exposé au grand jour, et il avait choisi la mauvaise femme pour l'affronter. La maison était silencieuse après son départ. Non pas le silence glacial de la peur, mais celui qui s'installe après la tempête, quand le sol est encore humide sous vos pieds. Reeves resta avec nous toute la nuit pendant que les agents examinaient les preuves que Jonathan avait si soigneusement dissimulées. Les dossiers, l'enregistrement, l'enveloppe qui m'était destinée petit à petit, la vérité n'était plus seulement tapie dans l'ombre. James Hollis n'était pas son vrai nom. Ça ne l'avait jamais été. Au matin, ils avaient découvert 2 autres identités. Une série de déménagements discrets et un schéma de vie brisé partout où il s'était installé. L'incendie de mon enfance n'était pas son dernier crime. C'était sa première leçon sur la facilité avec laquelle on pouvait convaincre le monde de détourner le regard. Jonathan avait perçu ce schéma bien avant tout le monde. Quand Reeves est revenu le lendemain après-midi, son expression était 10 fois pointe. Plus légère. Nous avons des aveux complets, a-t-il dit, et des preuves corroborantes. Il a nommé les personnes que Jonathan avait identifiées, celles qui avaient aidé à étouffer l'affaire, celles qui avaient payé pour que la vérité reste cachée. Plusieurs arrestations suivront. Ryan et Lucas étaient assis de chaque côté de moi. Pour la première fois depuis des jours, aucun des deux ne semblait se préparer à un choc. Votre mari n'était pas un criminel comme cet homme, a poursuivi Reeves. Il a enfreint la loi. Il a franchi des limites, mais tout ce qu'il a fait était guidé par un seul but, vous protéger. Vivante. J'ai fermé les yeux. Jonathan m'avait aimé imparfaitement, avec passion, d'une manière qui lui avait tout coûté. Après le départ des agents, je suis retournée dans la pièce où tout avait commencé. La pièce secrète était scellée définitivement. Les étagères étaient vides, les dossiers rangés et disparus, le coffre-fort enlevé, le mur prêt à être refermé comme s'il n'avait jamais existé. Seule, je suis restée là, et j'ai compris quelque chose que Jonathan n'avait jamais eu la chance d'apprendre. La protection fondée sur la peur a toujours un prix plus élevé. Cette nuit-là, j'ai fait mon choix final. Avec la pleine coopération des enquêteurs, j'ai remis tout ce qui était lié à de véritables crimes. Fraude, violence, meurtre. Quiconque avait réellement nui à autrui serait traduit en justice. Mais le reste, les secrets qui ne servaient qu'à contrôler et à imposer le silence, je les ai détruits. Je les ai regardés brûler jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des cendres. Je ne deviendrai pas la gardienne de la peur. Les travaux de rénovation se sont terminés des semaines plus tard. Le bureau de Jonathan est devenu ce que j'avais imaginé. Une bibliothèque silencieuse et lumineuse, un endroit où mes petits-enfants pourraient lire, un lieu où personne ne chuchotait et où aucun mur ne dissimulait quoi que ce soit. J'avais 62 ans. J'avais 18 ans lorsque j'ai appris la vérité sur mon passé, sur mon mariage, sur l'homme que j'aimais et sur le danger qu'il représentait pour moi. Et j'ai eu la force d'affronter tout cela. Je ne suis pas l'enfant apeuré qui a survécu à un incendie. Je ne suis pas la femme qui vivait sans le savoir sous protection. Je suis celle qui a choisi la vérité plutôt que la peur et la vie plutôt que le silence. Avant que cette histoire ne se termine, voici les 5 leçons que j'en ai tirées. Premièrement, tous les secrets ne sont pas gardés par égoïsme, mais chaque secret a un prix. Deuxièmement, être sous-estimé n'est pas une faiblesse. C'est souvent votre plus grand atout. Troisièmement, la vérité ne vous protège pas toujours immédiatement, mais elle vous donne toujours du pouvoir. Quatrièmement, on peut honorer l'amour sans excuser le mal commis en son nom. Cinquièmement, le courage ne se manifeste pas bruyamment. Parfois, il est silencieux, constant et patient, attendant le bon moment. Si vous aviez été à ma place, qu'auriez-vous fait? Quelle leçon avez-vous tiré de cette histoire? Dites-le moi dans les commentaires et indiquez-moi de quelle ville vous regardez cette vidéo.
Si cette histoire vous a touché, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un. Je crois que la force n'a pas d'âge, et je laisse un commentaire ci-dessous.